Je vais vous parler d'Hermès, de la figure de ce dieu Hermès. D'abord parce qu'il est complémentaire aux figures de la mythologie qui ont été évoquées par Bernard, essentiellement dans le cours, là, dans le cours de philosophie d'Épineuil. Ensuite, parce que tous ceux qui travaillent dans l'informatique, la communication, c'est le dieu de la communication, comme on dit. Donc, je me suis risqué, je dis risqué parce que je ne suis ni un helléniste, ni un spécialiste de la mythologie, et en même temps, je mets en pratique devant vous tout ce qu'a évoqué Bernard ce matin, à savoir, j'utilise Wikipédia, un certain nombre de sources d'informations qui me permettent de faire le travail que je vais restituer devant vous, que j'aurais été incapable très certainement de faire il y a 10 ans, parce que j'aurais matériellement pas eu le temps. Pour évoquer Hermès, la figure d'Hermès, sur les traces d'Hermès, vous allez comprendre pourquoi sur les traces, il est très difficile de ne pas évoquer bien évidemment la figure de Vernon concernant un des mythes, à savoir celui d'Hermès, notamment à cause de l'article qu'il a publié en 1963 sur Hermès et Hestia. Un des enseignements de Vernon, c'est qu'il faut, et d'une manière générale, c'est qu'il faut appréhender les figures grecques de la mythologie et de la divinité à partir des rapports qu'ils entretiennent entre eux. C'est notamment donc ce qu'il met en pratique dans son article Hermès et Hestia en 1963. L'un ne va pas sans l'autre, l'un ne se comprend pas sans l'autre. À Hestia, l'espace intérieur du foyer dont elle prend soin, à Hermès, l'espace ouvert et extérieur. Mais finalement, de Hermès, il en est peu question dans ce texte de Vernon qui s'attache surtout à la figure d'Hestia. Et lui-même dit dans son article, il faudrait refaire tout le travail que je viens de faire, mais en nous centrant cette fois-ci non plus sur la figure d'Hestia, la déesse du foyer, mais à proprement parler sur la figure d'Hermès. Il se trouve que cette invite est celle à laquelle va répondre quelques années plus tard Laurence Kahn, d'ailleurs la fille de Lyotard, je crois, une dizaine d'années donc après, lors d'une thèse qu'elle consacre à la figure d'Hermès, à partir essentiellement de l'étude du texte de l'hymne homérique à Hermès. Donc ça, c'est le livre qui a été publié, que vous voyez à gauche. Donc publié sous le titre Hermès passe, c'était chez Maspero en 1978, l'ouvrage a été largement souligné et salué, y compris par Pierre Vidal-Naquet, Vernon, Détienne et Nicole Leroux. En fait, l'ouvrage a plus ou moins étouffé toutes les tentatives ultérieures de revisiter la figure d'Hermès. Il fait désormais référence, cet ouvrage, pourtant il est introuvable. Peut-être là un tour d'Hermès qui excelle dans l'art d'effacer toute trace de son passage. Le principal ressort de l'étude et du travail de Laurence Kahn est d'interpréter la figure d'Hermès à l'aune d'un autre travail que vous avez là sur la droite, de Détienne et Vernon, qui est celui sur la métisse et sur les ruses de l'intelligence, dont, je vous le rappelle, Ulysse est une des figures majeures de la métisse, de l'intelligence grecque. L'hymne à Hermès est ainsi lu à travers une vision, pardonnez-moi l'adjectif, métistique. Figure à métisse, Hermès l'est assurément, et Laurence Kahn s'en donne à cœur joie, si je puis dire. Pas une page sans que la ritournelle de la métisse ne remette sur pied, comme un renversement, toutes les difficultés et les apories du texte. Je crois d'ailleurs que tous ceux qui ont découvert la métisse chez Détienne et Vernon, et moi le premier, ont été fascinés jusqu'au point où on se surprend à mettre de la métisse partout et à toutes les sauces. D'ailleurs, le discours métistique a de nombreuses similarités avec le discours pharmacologique. Et évidemment, ce ne sont pas du tout la même chose, mais il y a des similarités. Mais ce discours métistique, que j'appelle ainsi, il n'a jamais été évoqué par toi, Bernard, par Bernard Stiegler. Toi qui as souvent rappelé l'importance des travaux de l'école française menés par Vernon, qui a largement utilisé tous les thèmes clés du travail de Vernon, cuisine et sacrifice, Hermès et Hestia, mais rien à ma connaissance, jamais une ligne, même pas une seule occurrence du terme métis dans tes travaux. Donc la question que je pose pour tout à l'heure, pourquoi cet évitement systématique si c'en est un? Ça permettra peut-être de se soigner de la manière dont on utilise un peu la métisse. Je vais commencer parlant donc d'Hermès
Je n'ai pas ici de thèse particulière, donc je ne vais pas défendre une thèse avec une argumentation. C'est la bonne nouvelle, après sur la digestion et avec la chaleur, ça sera un peu léger. Voilà. Je commencerai par rappeler que la figure la plus ancienne d'Hermès est très probablement celle qu'il associe aux animaux. Il est le dieu des animaux. Et il a une proximité particulière avec les animaux domestiques de pâturage. Sur cette figure, ce schéma Google Maps, on voit qu'il y a un premier foyer qui est là et dessiné sur l'actuelle Turquie. On a, provenant donc du Moyen-Orient, une figure animale et pastorale qui va ensuite succéder, à laquelle va succéder une figure hellénique. Là, je fais le cercle sur la Grèce, sur lequel proprement je vais me concentrer. Ensuite, il y a un devenir, si je puis dire, de l'évolution, en tout cas, de la figure d'Hermès qui va passer par l'Égypte, où il sera confondu avec le dieu Thoth, qui est notamment le dieu de l'écriture auquel fait référence notamment Platon. Ensuite, également en Égypte, il sera par la suite il apparaîtra sous la figure de ce qu'on appelle l'Hermès trismégiste, 3 fois grand, où là on a vraiment des accents mythiques et proprement hermétiques. Et ensuite viendra l'Hermès romain, Mercure, dieu du commerce, du négocium. Les principales et les plus anciennes sources écrites que nous ayons sur Hermès sont tout d'abord ses apparitions dans l'Iliade et l'Odyssée. Surtout dans l'Odyssée, où Hermès remplace le rôle de messager qu'avait Iris dans l'Iliade. Donc il y a une évolution même du personnage qui devient vraiment le messager des dieux attitré, si je puis dire, dans l'Odyssée, ce qui n'est pas vraiment encore dans l'Iliade. Puis on le retrouve dans le texte qui m'intéresse ici plus particulièrement, le texte dit de l'hymne à Hermès, qui est un texte relativement long. Puis également 2 autres variantes de cet hymne chez Pausanias et dans les limiers de Sophocle. Je m'attacherai surtout à l'hymne à Hermès, qui aurait été composé aux environs de 530 avant Jésus-Christ, et dont je vais vous rappeler succinctement les moments clés. Donc Hermès est le fils de la nymphe Maïa et de Zeus. Il naît dans une grotte du mont Silène, en Arcadie. Là, vous avez une vue du mont Silène, une autre vue depuis le mont Silène. Là. Au premier plan, on voit des troupeaux d'ailleurs de... Donc ça, c'est des photos que j'ai récupérées également en me géolocalisant avec Google Maps pour voir les photos que les touristes ont portées à cet endroit-là. Donc j'utilise ces outils pour illustrer mon propos. À peine né dans cette grotte, il bondit hors du seuil de la grotte où il se trouve et, telle une aubaine, il trouve une tortue, sortie de la grotte, une tortue qu'il dépèce aussitôt pour inventer la lyre. Vous voyez là une des représentations des premières lyres qui étaient fabriquées à partir de carapaces de tortues. Mais il a d'autres projets en tête. Il se rend aussitôt en Pierie, qui est au nord. Là, on est dans le Péloponnèse, et il va traverser toute la Grèce, en Pierie, sur les contreforts du mont Olympe, où il va dérober 50 bêtes au troupeau de son demi-frère, Apollon, en les poussant à reculons, tandis qu'il imagine d'étranges raquettes de verdure sur lesquelles lui-même il marche pour brouiller ses traces. Donc, quelqu'un qui regarde les traces voit des traces incompréhensibles de feuillage et des traces de troupeaux qui vont dans le sens inverse, apparemment, de ce que ça devrait être. Du côté de la Boétie, en redescendant, il croise un vieillard, Ankestos. Boétie, là où vraisemblablement l'hymne a été composé. C'est le pays de Hésiode également. Et il intimide ce vieillard qui cultive sa vigne en lui disant tu ne parleras pas de ce dont tu viens de voir, à savoir un nourrisson qui marche sur des feuillages et qui conduit un troupeau à l'envers. Il conduit finalement le troupeau sur les bords du fleuve Alphée, à l'extrême ouest du Péloponnèse, et entre-temps invente le feu en frottant 2 morceaux de bois l'un contre l'autre, et procède à un sacrifice. Nous parlons hier du sacrifice, il serait l'inventeur du sacrifice, et procède à un sacrifice en consacrant 12 parts au dieu
la 12e étant dédiée à lui-même, qu'il vient à peine de naître. Il passe ensuite le reste de la nuit à effacer les traces du sacrifice et du feu et disperser donc toutes les cendres. Donc vous avez un petit peu là, toujours avec Google Maps, le parcours qu'il fait. Il naît sur le mont Silène, il remonte jusqu'en Pierie, il redescend par la baie aussi et il finit en Alphée et il revient dans sa grotte. Il revient au petit matin, il rentre en se faufilant par la fermeture de la porte et rentre dans son berceau. Il a un jour, hein, il a 2 jours. Hein, et rentre dans son berceau en prenant l'attitude d'un innocent premier-né. Sa mère s'aperçoit de son retour et s'inquiète de ce qu'il a bien pu faire. Hermès lui répond qu'il est là de leur sort, de leur pauvreté. Lui aussi veut une reconnaissance, notamment au sein des dieux, au sein de l'Olympe. Il veut une place et des richesses. Apollon, qui passait par Ankestos en suivant ou en essayant de suivre les traces qui étaient incompréhensibles, est renseigné par le vieillard, qui donc parle, et s'aperçoit très rapidement, grâce à ses compétences mantiques, divinatoires donc, qui est vraiment le coupable du vol de ses vaches et se rend immédiatement dans la grotte d'Hermès, où il le prend violemment à partie. Voilà, c'est une représentation où on voit également, donc vous voyez Hermès qui est nourrisson dans ses langes au centre, et qui déjà provoque de la discorde. Il y a des discussions autour de lui pendant qu'à l'extérieur de la grotte, les vaches, en fait les génisses, attendent. Donc, malgré qu'il soit pris à partie, l'effronté Hermès se refuse à avouer ses méfaits. Comment, dit-il, un enfant au pied tendre comme moi, né la veille, pourrait accomplir de telles choses, mener un troupeau de 50 bêtes? Pas de sens. L'affaire est donc immédiatement portée devant le jugement de Zeus, qui éclate de rire devant la précocité de son dernier-né, même s'il lui ordonne, puisqu'il n'est pas dupe, Zeus, d'indiquer à Apollon où il a caché les vaches. La dernière partie de l'hymne raconte la réconciliation des 2 demi-frères, qui échangent attributs et attributions, ce qui fera par ailleurs qu'Hermès va être le dieu de l'échange. Hermès va céder sa lyre, qui enchante et qui fait beaucoup envie, c'est vraiment un objet de désir du coup de la part d'Apollon, et reçoit de la part d'Apollon le fouet brillant pour conduire les troupeaux, qui va faire que ce sera le berger divin désormais, ainsi qu'une baguette merveilleuse d'opulence et de richesse. Alors, de quoi Hermès est-il le dieu jusqu'à présent? Quand l'hymne commence, il n'est le dieu de rien. Il n'est que le fils de Zeus, ce qui est pas mal. Mais c'est chemin faisant qu'il va trouver sa place parmi les dieux olympiens, lui, ce dieu chtonien, qui naît dans les ténèbres d'une grotte et qui aspire à de nouvelles reconnaissances et à de nouvelles richesses. Toute l'hymne à Hermès pourrait s'interpréter comme l'histoire d'un enfant, l'histoire du dernier-né, qui va devoir jouer les coudes et s'affirmer et conquérir sa place dans un Olympe pour avoir donc sa timée, son honneur. Ce qui frappe bien évidemment d'entrée de jeu avec l'hymne d'Hermès, c'est-à-dire avec son histoire, parce que c'est un récit, celui que nous pouvons lire, c'est que c'est l'histoire d'un enfant, d'un nourrisson. J'ai récemment fait l'expérience que le personnage d'Hermès a sur les enfants, et notamment grâce au travail de Muriel Sack dans son livre pour enfants. Donc si vous êtes dans des périodes où il faut lire des histoires aux enfants, je crois que c'est le meilleur livre de mythologie à lire aux enfants, sans nul doute, selon moi. Parce qu'il y a beaucoup de déchets. Les rayons sont remplis, on en a discuté avec Caroline à la FNAC sur les mythologies pour les enfants, mais c'est vraiment de la bouillie la plupart du temps. Et là, le pari est réussi, pari de l'intelligence, de la simplicité, parce que c'est quand même, on est capable de s'adresser à des enfants de 4-5 ans. Donc c'est un vrai génie, qui est une tour de force qui est réalisée dans ce livre. Rappelons également que Hermès est un dieu qui prend soin de la jeunesse. Il attire la sympathie des jeunes et il prend soin lui-même de la jeunesse. On le retrouve également dans cette statue de Praxitèle portant le petit Dionysos aux nymphes. Hermès est fréquemment expédié pour secourir et pour conduire en lieu sûr les fils des dieux en péril. Il mène donc le jeune Dionysos à Nyssa, les Dioscures à Pélana, Aristée aux heures, sauve Asclépios du bûcher, même si dans certaines versions c'est Apollon, emporte le petit Héraclès, Ion, Arcas, etc. Donc il est toujours là en soutien de la jeunesse et des enfants.
Nous avons là très certainement un premier mécanisme d'identification qui joue et qui fait que les enfants qui écoutent l'hymne à Hermès, ou en tout cas l'histoire de la Grèce à travers les lunettes et à travers la vision d'Hermès, et qui fait que donc ils adhèrent immédiatement à son histoire. Ils y adhèrent d'autant plus qu'Hermès a vraiment un comportement d'enfant. Ses facéties et leur effet comique enchantent les enfants, et pas que les enfants, les grands enfants également. De nombreux commentateurs ont d'ailleurs souligné l'effet manifestement comique de l'hymne à Hermès, qui, en ce sens, à peu près un siècle avant, préfigure déjà le style de la comédie du théâtre grec qui va se développer à Athènes. C'est un des premiers textes comiques. Ça, c'est relativement important à souligner, je crois. C'est le dynamisme et la fougue incroyable donc, de ce nourrisson qui réjouit tout d'abord. Le côté cocasse du récit mythique est souligné à plusieurs reprises. Décalage entre son comportement et son âge, les ruses employées, y compris verbales, mais aussi la rencontre avec la tortue, qui est qualifiée d'Hermione, cet objet trouvé, qui est une aubaine. À peine il sort de son berceau, il rencontre la tortue. La tortue est cocasse, assurément. D'ailleurs, les traducteurs des belles lettres, ou belles lettres, s'étonnent qu'on rit de la tortue et ils disent, encore aujourd'hui en Grèce, il paraît que la population sourit quand on voit une tortue. Enfin, moi, je dois être grec parce que ça me fait toujours sourire une tortue. Je sais pas. Et cocasse la tortue, assurément, puisque l'animal, il ne faut pas oublier, fut condamné à Zeus à porter sa carapace parce qu'il avait refusé de se rendre aux noces de Zeus et de sa femme Héra. Et quand Zeus avait demandé ensuite à la tortue, mais pourquoi n'es-tu pas venu? La tortue avait répondu, logis familial, logis idéal, je ne vais pas me déplacer. Et c'est pour ça qu'elle a été punie pour porter sa maison. Ça, c'est Ésope qui raconte ça. Alors, apparaissant dans les peintures grecques, comme ici, le plus souvent sous la forme d'un jeune homme à barbe en forme de pointe, pourquoi l'hymne à Hermès nous présente-t-elle, en tout cas en 530 avant Jésus-Christ, la figure d'un nourrisson et d'un enfant? C'est que je crois que l'hymne procède à une réinvention de la figure d'Hermès. Hermès, en fait, ne naît pas à proprement parler. Il renaît. Les mythographes le font renaître, afin que de nouvelles attributions et de nouvelles distributions parmi le panthéon des divinités puissent être faites. À l'issue de cette renaissance, il ne sera plus simplement un dieu pastoral comme il l'était de manière primitive. Il sera le dieu des routes et des carrefours, le dieu qui invente le feu, la lyre, la syrinx, qui est une espèce de flûte de Pan, les raquettes pour marcher dans le sable. Ce sera le messager des dieux, le conducteur des âmes, le psychopompe, le dieu du commerce et de l'échange, le dieu des voleurs. C'est pas parce que je te regarde en tant que commercial que... le dieu de l'éloquence, le dieu des portes et des gonds, etc., etc. Il attire un nombre d'attributs et d'attributions qui est toujours ouvert, jamais fermé. C'est donc à une sorte de Hermès Reloaded à laquelle on assiste dans ce mythe écrit. La figure pré-hellénique d'un Hermès pastoral est donc retravaillée et transformée, parce qu'il y a également des enjeux politiques, très certainement, par ces mythographes, notamment via l'histoire du vol des vaches. Et cette renaissance va se faire donc sur le ton de la revendication, qui va amener Hermès, d'entrée de jeu, dès qu'il sort de sa grotte, il va chouraver les vaches d'Apollon. Ce qui veut dire que d'entrée de jeu, il s'oppose à son demi-frère Apollon. L'hymne à Hermès, on les voit ici tous les deux, Hermès est à droite, on le reconnaît toujours à la forme très pointue de sa tunique, même quand il n'a pas ses attributs. Il est en dispute avec son demi-frère Apollon, notamment pour la lyre. L'hymne à Hermès est l'histoire de celui qui doit se faire une place, je disais tout à l'heure. Donc c'est une histoire de génération, de transgénération. Comment les derniers venus peuvent arriver à se faire une place. Epeiserkomai, c'est le terme qu'employa Nicole Noro dans sa recension, notamment du Hermès de Laurence Kahn que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui signifie entrer de surcroît, s'introduire en qualité de nouveau venu. Et tout ça pourrait résumer vraiment ce que le mythe raconte. Le mythe nous raconte comment Hermès s'est fait une place, à la fois parmi les dieux, mais aussi parmi les hommes. Hermès déboule, donc. Il bondit hors de sa grotte. Le mythe commence sur les chapeaux de roue. Il est certain qu'il va apporter de la perturbation. Tous les enfants sont perturbateurs.
Mais pourquoi donc Hermès part-il bille en tête pour voler les vaches d'Apollon? Donc pourquoi s'oppose-t-il à Apollon? Eh bien, c'est que les deux frères sont en rivalité. Tous deux sont des divinités d'origine pastorale, tous deux sont également des dieux des chemins et des routes, de même qu'ils sont associés aux portes. L'hymne à Hermès va donc clarifier les choses et initier le partage entre ces deux divinités. Tout d'abord, un partage sur la question pastorale. Vous voyez là une des plus anciennes, je crois que c'est la plus ancienne d'après ce que j'ai trouvé sur Internet, statue et représentation d'Hermès, où on le voit surtout, on le voit mieux dans l'image de droite de profil, où il porte un bélier. Donc, on pourrait dire très rapidement que la source d'Hermès, sa mythologie, c'est dans le néolithique, au sens où le néolithique est la phase de domestication des animaux, et donc avec la naissance des laits de vache. Il est le dieu des animaux et il est fréquemment donc associé à la figure du bélier. Voilà, un beau bélier. Vous remarquerez, alors j'ai appris que, bien évidemment, ce qui est intéressant dans le bélier, c'est sa forme, enfin pour nous ici, c'est la spirale de ses cornes. Il faut savoir que l'animal domestiqué commence à avoir des cornes en forme de spirale, alors qu'à l'état sauvage, ils ne font pas de spirale. C'est inexpliqué. Mais quand on fait des fouilles et qu'on trouve un animal avec des cornes en spirale, on sait déjà que la phase de néolithique et de domestication a commencé précisément parce que l'animal commence à faire des spires avec ses cornes, ce qu'il ne fait pas comme les mouflons, comme les mouflons à l'état sauvage. À lui, donc, au bélier et à Hermès, la virilité, la fertilité et le mouvement permanent qui caractérise le déplacement des troupeaux dans des espaces ouverts et empruntant des passages non civilisés. Mais si Hermès et Apollon sont tous deux des divinités pastorales, on peut quand même faire une première distinction. À l'un, en fait, est associé les ovins et les pâturages de montagne. À l'autre, les bovins et les pâturages plus riches des vallées. Dans l'hymne, c'est à Apollon que revient la garde du troupeau des vaches, pas des béliers, ni des brebis ou des moutons, près du mont Olympe, avant que Hermès lui-même ne procède à son vol. Je faisais une étude comparative très rapidement, ça c'est une image qui est extraite d'un ouvrage sur la révolution néolithique sous la direction de Jean-Paul Demoule, où on voit l'évolution de la propagation de la domestication des animaux, et on voit très bien que les bovins passent plutôt en termes de propagation par le nord de la Grèce. Là où j'ai mis le point rouge, c'est là où se situe la Pirée, où il va voler les vaches, c'est-à-dire dans les contreforts du mont Olympe. Alors que tout ce qui est chèvres, brebis, béliers, la propagation se fait plutôt par les îles et se retrouve donc plus naturellement dans ce territoire particulier qui est l'Arcadie. Cette distinction entre le nord de la Grèce, au riche pâturage, convient donc parfaitement au bovin et fait contraste, avec les maigres pâturages accidentés de l'Arcadie, où c'est plus développé l'élevage des ovins. Voilà une première répartition qui peut être faite sur la nature pastorale des deux dieux entre Apollon et Hermès. Ensuite, concernant la question des routes et des chemins. Hermès et Apollon sont tous les deux les maîtres des chemins. Ils sont appelés guides et conducteurs. Et ils apparaissent souvent ensemble près des portes et aux entrées. C'est Hermès qui a ouvert les premières voies de communication. En ce sens, il est le dieu de la voirie. Apollon également. Mais les routes auxquelles préside Apollon sont civilisatrices. Le chemin d'Hermès n'est pas la voirie d'Apollon. Si Apollon ouvre un chemin, c'est pour fonder et pour construire. Il a le pas lourd et assuré. Ces chemins sont là pour perdurer et pour permettre d'aller et de revenir par le même chemin. Hermès, lui, a le pas léger. D'ailleurs, il chausse les semelles de vent. Il ouvre des voies, mais s'empresse de les effacer immédiatement. Hermès aime les communications rapides, soudaines, sans fondation, ni parcours régulier. Marcel d'Étienne dit, je cite, « Il est le dieu Hermès de l'ubiquité, tous les chemins possibles et soudainement. Il est le dieu du mouvement, de la mobilité même dans le mouvement. Les hermas, qui sont les pierres et les petits cailloux que l'on trouve sur les chemins, qui parfois même s'entassent,
se retrouve au carrefour et découvre en même temps toutes les directions. Apollon, lui, construit, il fonde, il édifie des stèles, des hôtels, des cités. Ce marcheur est un dieu architecte, je parle d'Apollon. Ces chemins sont empruntés par des processions, et ce sont des chemins instituants. Là où Apollon pose la lourde pierre du seuil d'un bâtiment, Hermès, comme le dit l'hymne à Hermès, bondit au-dessus du seuil. Il ne s'y arrête pas, il bondit, il passe au travers. Le seuil, pour Apollon, c'est un socle, une assise. Ce double rapport au seuil entre Apollon et Hermès se rejoue sur la figure de la porte. Apollon, en protecteur, écarte et repousse tout, ennemi, fléau, maladie. Il est le défenseur des portes. C'est un dieu statique dans un espace en mouvement. Hermès, lui aussi, adore les portes. Mais c'est pour les faire tourner, quand ce n'est pas pour les ouvrir et les fermer violemment lors d'un courant d'air. C'est le dieu des tourniquets. Hermès est par ailleurs le dieu des gonds, Strophios. Sur les vases antiques, on peut voir Hermès jouer à la toupie, voilà à quoi ressemblent à peu près les toupies au temps des Grecs, avec un fouet pour les faire bondir, le surgissement, la mobilité même. C'est ce qu'il représente. Les choses n'ont pas changé pour les enfants, ça leur parle toujours. Sur la question du chemin, toujours, mais au sens des chemins de parole. Quand survint un silence dans une conversation, les Grecs disaient « Hermès passe ». Là où aujourd'hui nous disons « un ange passe », les Grecs disaient « Hermès passe ». Il traverse la scène, invisible, silencieux. Avec Apollon, comme ici à Delphes, la parole est fondée, instituée dans le temple de Delphes. À chacun de se déplacer pour venir interroger l'oracle. La parole est désirée. On vient consulter. Delphes est une architecture centripète qui attire par elle et à elle, par des chemins bien identifiés, ceux qui en ont envie ou besoin afin de savoir ce qu'il faut faire. Ainsi, tous les fondateurs de cités se devaient d'aller à Delphes et de demander à l'oracle « En quelle terre vais-je habiter ?» La fondation stable est étrangère à Hermès. Les paroles qui volent, qui s'échangent, qui circulent lui appartiennent. La parole inopinée, l'aubaine, voilà Hermès. Le sacrifice d'Hermès, que j'évoquais tout à l'heure en rappelant un petit peu le mythe, est un sacrifice sans temple, sans autel, sans fondement, fait à la va-vite. Et il passera d'ailleurs le restant de la nuit à effacer toutes les traces de ce sacrifice. Le feu sacrificiel d'Apollon, bien au contraire, est un feu non technique. Un feu comme toujours là, un feu d'institution. Le feu d'Hermès est un feu de bivouac, temporaire. Bivouac, quand on fait du camping. Hermès, par ailleurs, n'est pas le dieu de la contemplation, puisque quand on marche, la logique de contemplation, de théorie, apparaît systématiquement. Mais Hermès n'est pas le dieu de la contemplation. C'est à Apollon, dieu des arts, que la faculté théorique, contemplative, revient. Et d'ailleurs, les routes qu'il emprunte favorisent la contemplation. Hermès, lui, ne peut pas contempler. Il est toujours agissant, en parole comme en acte. Le mythe dit au vers 42-44, je cite, « Comme une pensée rapide traverse le cœur d'un homme que hante de pressants soucis, ou comme on voit tourner les feux d'un regard, ainsi le glorieux Hermès méditait à la fois des paroles et des actes. » À la fois des paroles et des actes. Sur les chemins et les routes, Hermès ne se promène pas, ne contemple pas le paysage qu'offre le cheminement, contrairement à Apollon. Contrairement à lui, il est toujours affairé, marquant déjà de son empreinte sa main mise sur le négocium, sur l'affairement, en tant que dieu du commerce et des affaires. Hermès ne sait pas contempler, il est toujours vigilant, aux aguets, il ne s'oublie jamais et ne se laisse jamais aller lui-même à la rêverie. C'est bien plutôt lui qui endort et qui fait passer les autres au pays des songes, comme il le fera avec Argos pour permettre à Zeus d'accéder à la vache Io.
que gardait donc Argos, celui aux 100 yeux que la vigilance n'arrivait jamais à endormir. Ce à quoi parviendra bien évidemment Hermès. Il est donc toujours agissant, toujours en train de machiner, de manigancer. C'est un dieu calculateur. Il fait des plans, mais attention, pas des plans d'architecte, pas de la planification. Ces plans sont des plans mafieux, des propositions malhonnêtes, ou tout du moins intéressées. Il calcule aussi bien ses intérêts que ceux de ses interlocuteurs. Il sait se mettre à leur place pour essayer d'en tirer le plus profit. Toujours agissant en parole et en acte, Hermès trahit son activité incessante, l'activité de son esprit, qu'il essaye pourtant de masquer par le roulement de ses yeux. Ces mouvements oculaires de celui qui est en train de calculer, de faire des plans dans sa tête, eh bien j'en ai trouvé un bon exemple dans cette vidéo de Georges Marchais. Les émissions duraient toujours 2 ou 3 heures avec de longs contre-champs sur les attitudes et sur les regards. Et difficile de combattre à armes égales quand on rencontre les yeux de Georges Marchais. C'est impressionnant. Il voyait tout le monde, donc les yeux bougeaient très très vite. Une très grande mobilité des yeux. Alors pourquoi? Est-ce que c'était pour voir tout le monde? Parce qu'il s'intéressait? Est-ce que c'était un signe de nervosité? Voilà, donc ça c'est une illustration de celui qui est en train d'essayer d'être dans une synchronie totale de l'événement, de saisir toutes les intonations, tous les visages, toutes les variations pour essayer d'avoir une vision holistique d'un événement en même temps. Ce qui veut dire qu'il y a une dimension démoniaque chez Hermès et chez Georges Marchais. Parmi les dieux, à chacun son domaine, ses attributs et ses prérogatives. Tout cela est le fruit d'une distribution où chacun retrouve la part qui lui est due. Soit un mythe, la plupart du temps, raconte comment des propriétés ont été accordées, soit il raconte comment les frontières ont été transgressées ou traversées. Dans le cours de philosophie, les mythes sont convoqués. Les mythes qui sont convoqués sont des mythes moins d'instauration de territoire, je dirais, que des mythes du défaut dans la distribution ou dans cette instauration. Défaut dans la distribution avec Prométhée, violation des domaines avec le rapt et l'enlèvement de Perséphone par Hadès. Le mythe d'Hermès, je crois, relève pleinement de la violation des domaines et de la transgression du passage et des frontières. Gilles Deleuze distingue d'ailleurs la distribution, puisqu'on parle de distribution, la distribution au sens agraire du terme, qui distingue des parts, y compris parmi les dieux, puisque chacun a son domaine, sa catégorie, ses attributs, de la distribution qu'il appelle nomade, sans propriété, ni enclos, ni mesure. Il dit, ça c'est dans Différences et répétitions, page 54, remplir un espace, se partager en lui, est très différent de partager l'espace. Et en ce qui concerne cette deuxième distribution, Deleuze écrit, une telle distribution est démoniaque plutôt que divine, car la particularité des démons, c'est d'opérer dans les intervalles entre les champs d'action des dieux, comme de sauter par-dessus les barrières ou les enclos, brouillant les propriétés. Nous avons là une très belle caractérisation d'Hermès, d'autant plus que sa propre mère, le matin même où il revient de faire ses 400 coups, l'avait prédit à son fils en lui disant, au moment où il rentre, « Arrière », dit-elle, je cite, au vers 155, « Arrière, va-t'en, ton père t'a créé pour être le tourment des hommes mortels et des dieux immortels. » Et d'ailleurs, Apollon lui-même, dans la deuxième partie de l'hymne, lui dira, s'adressera à lui en le qualifiant de daimon des dieux. Hermès est donc le dieu du mouvement, du déplacement. Et Jean-Pierre Vernant, que j'évoquais en introduction, même s'il n'a pas dit grand-chose sur Hermès, a dit quelques paragraphes ou quelques phrases qui disent beaucoup, je le cite. Rien de fixé en lui, de stable, de permanent, de circonscrit, ni de fermé. Il représente, dans l'espace et le monde humain, le mouvement, le passage, le changement d'état, les transitions, les contacts entre les éléments étrangers. Il est celui pour qui n'existe ni serrure, ni enclos, ni frontière. Et donc c'est dans Hermès et Hestia, page 157. Alors je pose la question.
comment celui qui incarne le mouvement, la mobilité, le passage, peut-il être appréhendé? La réponse est qu'il ne peut l'être que par défaut. C'est-à-dire, soit à partir, comme le rappelait Vernant dans la manière dont il aborde les mythes grecs, par défaut au sens de à partir d'une autre figure. Le travail qu'a fait Vernant, c'est de l'appréhender à partir de la déesse du foyer, Hestia, soit, comme je viens de l'esquisser très rapidement, à partir d'Apollon, pour essayer de le voir par défaut, comment son caractère ou ses attributs lui reviennent. Soit, une autre possibilité, à partir des traces. Je vais parler un peu des traces d'Hermès. Hermès peut très bien ne pas être vu, être invisible, comme le montre d'ailleurs la manière dont il revient discrètement, sans même que les chiens n'aboient, dans sa grotte natale au petit matin. D'ailleurs, la tradition lui prêtera comme attribut la cape d'invisibilité, c'est sûrement parce qu'à un moment donné, il emprunte le casque d'invisibilité d'Hadès. Seulement voilà, tous les témoins ou toutes les traces ne s'effacent pas. Le théâtre de ces aventures n'est pas la surface d'un tableau d'ardoise que l'on pourrait rendre vierge d'un coup d'éponge. Ce n'est pas la chora platonicienne. Le territoire dans lequel il évolue, c'est celui essentiellement des hommes. D'ailleurs, Zeus dira de lui qu'il aime par-dessus tout accompagner les hommes. Il est donc dans un monde, c'est comme le rouge, le vin qui tache, qui laisse des traces. Il laisse donc tout de même des traces. Dans cette illustration-là, on le voit, on ne voit pas très bien, mais au pied, il a des raquettes. Et dans cette version, qui est une autre version, les vaches là ne marchent pas à l'envers pour pervertir les traces, mais il accroche des feuillages aux queues des vaches pour qu'au fur et à mesure, elles effacent leurs traces à mesure qu'elles avancent. Donc il laisse tout de même des traces, mais il le sait très bien. Toujours sa préoccupation est d'effacer toute trace de son passage, de ses activités comme de ses intentions. Masquer donc ses intentions en produisant des leurres dans son discours. Menacer des éventuels témoins visuels comme le vieillard à Ankestos. Maquiller ses empreintes, les siennes en marchant sur des buissons, sur des formes de raquettes, et celles des vaches en les faisant marcher à reculons. À plusieurs reprises d'ailleurs, Apollon est stupéfait par ce qu'il voit quand il essaye de suivre les traces. Au vers 219, 227, 341, 354. Et enfin, je l'ai rappelé, il passe toute une nuit à effacer les traces du feu sacrificiel. Il y a donc toute une typologie, au sens strict du terme, toute une logique des tupos, des traces, des empreintes, dans ce mythe. Ce qui me permet de faire une petite incise sur la question des stéréotypes et des traumatypes qui sont évoqués dans le séminaire. Ici, rappelez que stéréos signifie ferme, dur, ce qui est soi-même fixe et non soumis à la mobilité. En ce sens, les tupos d'Hermès, ces traces, ces empreintes, sont le contraire de stéréotypes, puisque ce sont des empreintes mouvantes et mobiles, et même quand elles sont fixes, comme les empreintes de pas, elles sont équivoques, sujettes à interprétation, voire à méprise. Or, qu'est-ce qu'une empreinte mouvante? Eh bien, c'est mon hypothèse, bon, le texte de l'hymne nous donne un exemple. Hermès s'amuse, nous dit le texte, à faire des jongleries, avec, précisent les traducteurs aux belles lettres, des tisons, produisant ainsi, on a tous fait ça, hein, des empreintes rétiniennes du mouvement. Sur le chemin, pendant qu'Apollon contemple, comme les enfants, Hermès, lui, joue avec un tison. Il s'agit d'un jeu rétentionnel qui, proprement, est une empreinte mouvante. C'est un jeu rétentionnel que, je disais tout à l'heure, nous avons tous pratiqué, j'imagine, une fois lors d'un bivouac, d'un feu de camp sur la plage. Mais si Hermès est le maître des traces, parce qu'il peut les pervertir, parce qu'il peut nous induire en erreur grâce à ces traces, parce qu'il peut les effacer, il est le maître des traces en tant qu'elles disent qui est passé, ce qui s'est passé, mais sa maîtrise des traces est, pour ainsi dire, cantonnée dans le don qu'il a de retenir et de déchiffrer le passé à travers ces traces. N'oublions pas qu'Hermès a une mémoire merveilleuse. A-t-on déjà vu d'ailleurs un messager
qui oublierait le message qu'il doit délivrer. N'oublions pas d'ailleurs que son fils, le fils d'Hermès, Eutalides, qui est le héros des Argonautes, a une mémoire indélébile. Il se souvient de tout et n'oublie rien. Mais s'il peut lire le passé dans les traces et les empreintes, Hermès est fort dépourvu dès qu'il s'agit des pratiques de divination qui, elles, lisent l'avenir à partir des traces. Vous avez ici une représentation d'une pratique divinatoire. C'est aussi pourquoi la principale requête que fait Hermès à Apollon lors de leur réconciliation, sous forme d'échange d'attributs et d'attributions, est d'avoir accès à l'art divinatoire. Il demande ainsi à son frère Apollon, « On dit, je cite, « On dit que tu tiens de la bouche de Zeus le privilège des prophéties, Dieu archer. C'est de Zeus qu'émane toute parole divine, et dans ce domaine, je connais moi-même quelle est ta richesse. » À quoi Apollon lui répond, « Mais la divination dont tu me parles constamment, ami très cher, les arrêts divins ne me permettent point de la connaître. Pas plus à toi, ne te permettent point de la connaître. Pas plus à toi qu'à un autre immortel. Zeus est le seul à la posséder en son esprit. J'ai engagé ma parole et juré par un serment redoutable que nul autre que moi, parmi les dieux toujours vivants, ne connaîtrait la volonté de Zeus au dessein profond. » Mais il y aura tout de même un lot de consolation, puisqu'Apollon va lui indiquer la source d'un art divinatoire mineur, à savoir l'oracle de Thryse. Thryse, ce sont les femmes abeilles, qui se rendaient au moyen de cailloux, encore les cailloux. C'est au vers 550. Si donc Hermès pourra entrevoir l'avenir, ce ne sera pas à partir d'un don d'intuition. Il devra procéder à partir d'indices, en l'occurrence des cailloux, se livrer à des interprétations, à des conjectures qui peuvent, avec un peu de chance et dans certaines conditions, s'avérer vraies. Il y a beaucoup de conditionnels. Qui sait, lui dit Platon, avec cet art mineur, peut-être que tu pourras en mettre plein la vue à certains hommes. Parce que Platon est intelligent, Apollon est intelligent, et il a tout de suite vu que ce qui intéressait Hermès, ce n'était pas tant de voir l'avenir, mais plutôt d'en mettre plein la vue, comme les magiciens nous en mettent plein la vue, et comme les enfants sont fascinés par le magicien, parce que précisément, ils en ont plein les mirettes, comme on dit. C'est surtout pour se faire mousser auprès des humains que Hermès aimerait bien avoir quelques talents divinatoires. Alors, dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, la tradition hellénique ne va plus nourrir la figure d'Hermès. Ça va rester figé. Et l'évolution de la figure divine d'Hermès va se faire via son association avec la figure du dieu égyptien Thoth, ce qui va faire de lui, par association, le dieu de l'écriture. Mais pour les Grecs, au moins jusqu'à Platon, qui l'associe exclusivement au discours et aux paroles dans le Cratyle, Hermès n'est pas associé à ces traces que sont les lettres, au gramma dont procède l'écriture. Pour autant, Hermès, je crois, a à voir avec l'écriture, mais de quelle manière? Hermès agit, ici dans l'écriture, entre les mots, dans les pauses, les silences et l'intonation. Il rappelle le souffle nécessaire à la lecture en tant qu'elle est une phonée. Mais une voix, une phonée, une voix qui n'est pas l'opposé de l'écriture. D'une voix qui s'écrit dans les espaces, entre les mots, dans les virgules, les points et autres signes diacritiques qui métamorphosent les mots auxquels ils s'ajoutent. Hermès est le maître de ces éléments qui permettent de reprendre son souffle, tout comme de donner un rythme à la lecture, en pointillé, tout comme les cailloux que laisse Hermès sur les chemins et sur la voirie, la ponctuation guide la voix. Alors c'est là que je vais terminer par un aspect très anachronique. Au début du séminaire en ligne de l'année dernière, Bernard a beaucoup insisté sur le moteur de recherche, sur Google, en le comparant à une pitié numérique qui rendrait ses oracles à nos requêtes. Bien, je crois qu'on peut y voir une incarnation industrielle et numérique de la figure apollinienne, une parole oraculaire qu'il faut aller interroger. Aussi, tout comme les chemins de Grèce menaient à Delphes, les chemins du numérique, pendant un temps tout du moins, menaient tous à Google.
À la dimension centripète de la parole apollinienne, mantique et instituée, que j'ai évoquée sur l'aspect des routes et des chemins, répond la dimension centrifuge de la parole hermétique, de la parole d'Hermès. Les technologies relationnelles dont nous parlons en Ars Industrialis sont mises en tension par le couple Apollon-Hermès. L'un institue et stabilise des chemins, là où l'autre ouvre et explore de nouvelles frontières. À la requête instituée des moteurs de recherche répond à présent les services de réseaux sociaux qui bousculent la suprématie de Google. Moins protocolaire, moins formalisé, mais plus social, l'esprit d'Hermès souffle et perturbe les équilibres. Ici, la parole est légère, aussi légère qu'un tweet, même si certains tweets font date quand on est une première dame. Dans le brouhaha des réseaux sociaux, Hermès est chez lui. C'est un lieu de rencontre, d'échange, de place de marché et de rencontre hors du chez-soi, ne serait-ce que du chez-soi de son site web institutionnel. Dès qu'il y a trouvaille sur le web, aubaine, Hermione, la sérendipité remise au goût du jour avec le numérique, réapparaît. Hermès est présent. Présent, il est également dans l'interface de Google. Il y a en effet un bouton Hermès. C'est le bouton « J'ai de la chance » qui fait écho à une autre parole grecque selon laquelle on s'en remettait à Hermès quand on s'en remettait à la chance, à sa bonne étoile, Inch'Allah. Derrida, dans Freud et la scène de l'écriture, écrit « Il faudrait étudier ensemble, génétiquement et structurellement, l'histoire de la route et l'histoire de l'écriture. » Et il poursuit, pour vous donner un peu plus de contexte, je pense ici à deux textes de Freud, au texte de Freud, d'abord sur le travail de la trace mnésique, qui, pour n'être plus une trace neurologique, n'est pas encore la mémoire consciente, et également au travail itinérant de la trace, produisant et non parcourant une route, de la trace qui trace, de la trace qui fraye elle-même son chemin. En fait, c'est avec cette invite déridéenne en tête que j'ai tenté d'aborder la figure d'Hermès. Et nous pourrions peut-être même tenter cet anachronisme, cet ultime anachronisme, d'appliquer le couple Hermès-Apollon à d'autres chemins, à ces chemins que sont les chemins neuronaux. À Hermès reviendrait la formation des circuits neuronaux éphémères et les premiers frayages. À lui, la synaptogénèse, là où Apollon va prendre en charge la consolidation des chemins neuronaux. À la plasticité d'Hermès répond la fondation stable apollinienne. Il faut également en déduire, puisque la rigidité des connexions est acquise par répétition, qu'Apollon incarne les notions de répétition et d'automatisme ici. Pendant qu'Hermès fraye, Apollon consolide. Et même au niveau neuronal, Apollon et Hermès se partagent le diabolique, qui participe de l'économie à l'économie de l'appareil cérébral. À Hermès, le diabolique de la transgression, des connexions éphémères et imprévues. À Apollon, le diabolique de la consolidation, de l'automatisation, des circuits neuronaux qui créent des automatismes. Et puisque la circuiterie neuronale est aussi une usine électrique, je terminerai mon propos avec un exemple de frayage énergétique qui peut se placer sous le patronage d'Hermès. Cet exemple, c'est celui que m'a envoyé, telle une aubaine, les réseaux sociaux au moment où je finissais d'écrire cette présentation, où l'on voit la foudre, mais à plusieurs milliers d'images par seconde, et on a la sensation de voir ce qu'on ne voit jamais précisément, c'est-à-dire le frayage. Ça dure 2 secondes. Voilà ce qu'on ne voit jamais, mais peut-être derrière la foudre de Zeus, voilà, Hermès se cache avec sa dimension diabolique. Merci pour votre attention.